Salut JB. Salut Thomas. Je refais l'introduction. Euh, ouais, j'ai préparé des petites questions Mhm. que je vais te poser. Alors attends, je les reprends. Ouais, t'es élève de la formation Devenez autonome en haute montagne. Tout à fait. Et du coup, enfin, le but de cette interview, c'est d'avoir un peu ton parcours, tu vois, en alpinisme, comment tu as découvert, quelles difficultés tu as rencontrées, et puis voilà, si, enfin, d'avoir tes retours aussi sur la Mhm. formation, ce que ça t'a apporté ou pas, et puis voilà, de faire un petit tour là-dessus. Et Très bien. du coup, hop. Ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire comment tu as débuté l'alpinisme? Ouais, bah écoute, je m'appelle Jean-Baptiste, mais tout le monde m'appelle JB. J'ai 49 ans bientôt. Voilà, je suis parisien ou en région parisienne. J'ai jamais vécu à la montagne. Mais il se trouve que ma famille, du côté de mon père, et notamment mon père, était des alpinistes dans leur jeunesse. Notamment mon père a gravi le Mont Blanc, il devait avoir 14 ans à l'époque, et probablement ça devait être un des plus jeunes à l'époque. Et ma tante, sa sœur, a parcouru pas mal de montagnes. Et donc, du coup, ces récits d'alpinisme est toujours quelque part dans la famille, même si mon père est parti il y a 20 ans. Et j'avais gardé ça quelque part. Et il se trouve que dans mon ancienne vie, je n'avais pas forcément la place où j'avais fait un peu de randonnée en montagne. J'avais fait un peu du ski de piste comme tout le monde, mais j'avais jamais eu l'occasion d'aller vers la montagne plus que ça. Et il se trouve que j'ai changé de vie, voilà, parcours classique, divorcé. Et j'ai eu envie de faire des choses que j'avais pas fait depuis des années. Et notamment, j'ai commencé, on pourrait dire l'alpinisme, plutôt par l'angle du ski de rando. Au départ, je faisais de la rando classique, montagne, mais ce qui m'a fait venir vraiment vers alpinisme, c'est le ski de rando, et notamment l'envie d'aller de plus en plus vers des courses, pas forcément difficiles, mais un peu techniques. Pas forcément longues, mais voilà, j'ai commencé à découvrir le plaisir de faire des choses un peu plus techniques. Et en parallèle, bah, au Covid, coincé à la maison et évidemment envie de grands espaces, comme beaucoup d'entre nous, euh, j'ai commencé à regarder, effectivement, à avoir envie de sortir plus. Et alors, je me souviens plus si c'était au même moment ou pas, mais j'ai eu envie de faire des courses, de faire des courses alpines. Et du coup, bah, comme tout le monde, j'ai pris un guide. On avait fait le Grand Paradis avec un guide. On avait commencé un peu l'escalade avec mon fils. On avait fait une initiation en salle un jour à Tignes en été, où il faisait pas très beau. Donc, du coup, on a fait une initiation et ça lui a plu. Mon fils avait 13 ans ou 14 ans à l'époque. Et ça lui a plu. Et c'est vrai que c'est chouette de découvrir une discipline avec ses enfants. Et du coup, comme ça lui plaisait, bah, moi, je faisais d'autres sports avant. J'ai fait de la course à pied, je fais du wake, mais ça lui plaisait pas forcément. Et là, en faisant de l'escalade, ça commençait à lui plaire, à dire, bah voilà, papa, moi, j'aime bien l'escalade, ça me plaît. Et autant la randonnée en montagne, ça l'amusait pas, mais quand on a commencé à parler un petit peu d'alpinisme, bah, ça lui plaisait. Donc voilà, coincé à la maison avec un job à distance, j'avais envie d'évasion et du coup, j'ai commencé à me renseigner. Je sais même plus comment je suis tombé sur ta formation, sur les vidéos, hein, sur les vidéos YouTube au départ, sur les tutos. Tu commences à regarder les tutos, tu t'évades Hmm. de ta région parisienne, tu t'évades en regardant du YouTube et notamment des vidéos de technique. Et je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à connaître ton programme et je me suis dit, allons-y. J'ai envie de commencer à apprendre. J'avais fait, oui, les Perrons de Valorcine aussi avec un guide. Une très belle course sur les aiguilles rouges de Chamonix. Voilà, et puis j'avais fait un peu de ski de rando avec un ami. Euh, donc j'avais eu l'occasion de porter un baudrier, même pas encordé, mais voilà, avoir un petit peu de matériel qui m'avait poussé à acheter. Et voilà, et en parallèle, je trouve l'information et je commence à suivre. Voilà donc comment je suis arrivé à ça. Ok, trop bien. C'est marrant parce que moi aussi j'ai commencé par enfin, j'ai pas mal commencé par le ski de rando et je trouve que c'est vraiment, j'en avais déjà un petit peu parlé dans une autre interview, mais je trouve que c'est vraiment une super porte d'entrée à l'Alpi parce qu'en fait, du coup, tu es déjà sur un environnement de neige. Tu peux avoir l'occasion, si tu fais un peu des couloirs ou juste une arête, de mettre les crampons, de prendre le piolet. Et puis en fait, c'est très progressif. Mm. Je trouve, enfin, c'est la sensation que j'en ai eue. Je trouve que c'était très progressif. Puis, en fait, mine de rien, tu apprends finalement à cramponner, à évoluer dans un terrain de neige. Et puis, quand tu te retrouves sur un glacier, bah, t'es pas du tout perdu, quoi. Tu as juste les crevasses en plus à gérer, l'environnement du glacier un peu, enfin, à gérer un peu particulièrement, quoi. Mais finalement, tu es dans un terrain connu, quoi. Donc, le ski de Tout à rando, ouais, fait. je trouve Mm. que c'est une super porte d'entrée, ouais, pour Tout à fait. l'alpi. Ouais. Exactement. Mm. C'est vrai.
Et qu'est-ce qui te fait rêver dans l'alpinisme et la haute montagne? C'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu vas en montagne? Pourquoi j'ai en montagne? C'est un des espaces dans lequel j'arrive à m'extraire de la vie quotidienne et notamment de ce truc-là qui nous pend au nez avec toutes ces notifications. Et comme souvent on n'a pas de connexion en montagne, ou peu, et que de toute façon on porte des gants et qu'on a autre chose à penser, c'est un des rares endroits où pendant longtemps, parce que les courses en montagne durent quand même une rando, alors une rando c'est peut-être un peu différent, mais une course d'alpi, voilà, c'est en minimum dehors entre peut-être même de l'escalade, on est minimum 3 4 5 6 7 heures dehors et du coup, on est obligé d'avoir son téléphone dans sa poche. OK, on consulte de temps en temps pour le topo et pour suivre sa course ou l'horaire, mais c'est un des rares endroits où finalement tu es coupé du monde, où tu n'as pas le réflexe de regarder ton téléphone et les notifications parce que pas de connexion, parce que tu es occupé, tes mains sont occupées à faire plein d'autres choses et du coup, c'est une évasion pour moi incroyable, c'est que tu peux vraiment te déconnecter. Parce que même quand je fais de course à pied en région parisienne, finalement, je déconnecte pas parce que tu cours, soit tu écoutes quelque chose, soit tu penses à plein de choses, mais tu es finalement libre de faire, pas faire ce que tu veux, mais la course à pied n'occupe même pas tant que ça l'esprit, finalement. Ton Hmm. esprit, en alpinisme, je peux passer 10 heures sur le terrain à rien, à penser à rien. Et je trouve que ça fait un bien fou. Bien sûr, il y a aussi l'aspect d'être seul. Encore une fois, je fais le parallèle avec la course à pied, je déteste les courses. Les gens me disent, ah, t'as pas fait de marathon? Bah non, parce que me retrouver sur une ligne de départ avec 40 000 personnes, ça m'amuse pas, en fait. Je préfère faire le même parcours en off la semaine suivante, avec éventuellement des amis. Et c'est un peu pareil avec le ski, l'alpinisme. Je fais pas d'alpinisme pour me retrouver dans un univers où il y a 50 personnes qui vont faire la même course. Et souvent, j'ai eu la chance, en tout cas, qu'il n'y ait pas grand monde autour de moi. Ok, il y a peut-être une cordée avant, après, mais j'arrive à sélectionner les sorties pour qu'il n'y ait pas de monde. Et c'est ça aussi qui est chouette. Et puis, bah, forcément, il y a ce petit héritage dont je parlais au début dans mon introduction. Mon père qui en a fait, et c'est vrai que, voilà, puis il y a peut-être quelque chose, ça me rend un peu émotionnel, mais parce que mon père est décédé il y a 20 ans. Mais, euh, mais voilà, il y a un peu ce truc-là de reprendre un peu le flambeau de mon père qui a fait le Mont Blanc, il a fait plein de choses, et peut-être à l'époque, d'ailleurs, j'écoutais peu ce qu'il me disait, ou ça me faisait rêver, mais j'ai pas gardé de grands souvenirs. Mais voilà, il me parlait d'un jour où il était sur une arête, où il me disait, bah, il racontait ce qu'on raconte dans les vidéos, il faut sauter d'un côté et si l'autre tombe, bah, il faut espérer sauter du bon côté. Et il me racontait ça quand j'étais jeune, donc ça m'a bercé. Et voilà, donc c'est cette évasion. J'ai quand même un peu l'idée d'aller au sommet d'une montagne. C'est un peu pour moi quelque chose d'important. C'est même quand on fait de l'escalade ou quand on fait des voies. Là, j'ai fait une montée en ski de rando le week-end dernier. Et j'étais presque déçu, frustré de pas aller jusqu'au sommet. Le sommet était pas très loin, mais il fallait de technique. Mon compagnon de ski n'était pas forcément au top, on n'avait pas forcément le temps. Mais voilà, arriver au sommet, m'asseoir au sommet, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai cette plénitude, voilà, forcément quand il fait beau, c'est plus sympa que quand on se fait souffler la tête. Mais voilà, c'est un peu un objectif, sans forcément avoir l'objectif des grands sommets. Moi, j'ai moins l'objectif de ces grands sommets symboliques. Hmm. J'ai pas besoin de faire le Mont Blanc, de faire. Bien sûr, si j'ai une opportunité de faire le Mont Blanc, le Cervin, les Grandes Joras, je le ferai. Mais je suis pas forcément dans la recherche du grand sommet. Peut-être un peu plus dans la recherche de la technique. Comme en plus j'ai un côté ingénieur, enfin je suis ingénieur de formation, j'ai un peu aussi ce côté de l'ingénierie du nœud, la compréhension, ce côté un peu technique en fait. Bah voilà, on a du matériel technique et ça m'attire beaucoup. Euh, Encore une fois, la course à pied, c'est un truc très simple, trop simple pour moi. Alors, on peut parler beaucoup de l'entraînement, de la VO2 max, etc., du côté technique, mais j'adore ce côté un peu technique, matériel hein, de l'alpinisme. Bah, il faut gérer des crampons, des piolets, des mousquetons, tu as des mousquetons comme ceci, comme ça, des sangles, et j'aime bien un peu ce côté, c'est un peu mon côté geek. J'aime bien, voilà. Donc ça m'amuse en fait. Même d'acheter un mousqueton, ça m'amuse. Voilà. Je préfère ça à acheter des fringues. Je comprends tellement. Ma copine, elle me tanne pour que je me rachète des fringues. J'ai genre un pantalon. Là, tu vois, en ce moment, j'ai genre un jean, c'est C'est tout. ça. Parce que tous les autres, ils sont déchirés parce que je fais de la moto. Du coup, ils s'usent à chaque fois. Et à chaque fois, c'est le dilemme entre acheter un mousqueton ou un truc de grimpe ou acheter un vêtement, tu vois. C'est ça, exactement. Yes. Donc, ouais, je partage complètement. Et ouais, cette attirance de la technique, ouais, moi aussi, j'aime bien. Il y a un truc très satisfaisant dans le fait de choisir son matériel, adapté à telle situation, telle course. Il y a quelque chose de presque, enfin, un truc un peu stratégique, presque comme les échecs, tu vois. Tu Mm. choisis
ta Ouais. stratégie et tout. Moi aussi, Mm. j'aime beaucoup cet aspect-là, ouais. Même sur le choix de la course, sur le Ouais. choix de ta course, sur le choix de la voie. Et quand tu es dans la voie, le choix, cet aspect un peu puzzle que les gens d'ailleurs qui font du bloc, j'aime pas trop le bloc, mais je retrouve l'idée quand les gens font du bloc, de l'escalade en bloc, de cette idée de puzzle, de Mm. comment je vais faire pour arriver là-haut. Quelle est la manière d'arriver en haut? Bah oui, il y a une rimée à franchir, il y a des crevasses, et donc il y a tout un aspect un peu alors, pas de jeu, mais ouais, de réflexion, même si le topo va nous dire un peu comment le faire, mais malgré tout sur le terrain, bah, est-ce que je mets ma main là? Est-ce que c'est mieux de passer par là? Et des prises de décision qui sont intéressantes, et encore une fois, qui, moi, me permettent de m'évader complètement. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, même au boulot, souvent tu es pris dans une activité là, on est pris dans une activité pendant 1 heure, donc ton cerveau est focusé là-dessus, mais souvent dans la journée, tu vas avoir ton cerveau qui va naviguer dans 15 000 directions. Et je trouve que en ça, l'alpinisme, peut-être le trail, les gens qui font des sorties, qui sont capables de courir pendant 12 heures, c'est le cas. Et encore une fois, tu as ton cerveau qui tourne. Mais en alpinisme, quand tu fais une sortie de 12 heures, même en ski de rando un tout petit peu technique, bah, tu es obligé d'être à 100% dans ce que tu fais. Ouais. Et ça, je trouve que c'est une manière et pendant longtemps. Et je trouve Mm. que c'est une manière de se libérer du quotidien. Voilà, je ne suis pas un professionnel de l'alpinisme, mais quand j'en fais, bah, du coup, j'oublie tout le reste. Il n'y a plus que ça qui compte. Et tu es à fond dans ce que les gens qui font de la méditation disent dans l'instant présent. Tu es Mm. obligé et tu es forcé à être dans l'instant présent parce que si tu ne l'es pas, eh ben, c'est dangereux. Voilà. Ouais. Et forcément, il y a un petit peu ce côté danger, risque qui est aussi un peu, qui génère de l'adrénaline. Euh, et que moi, j'aime beaucoup. Il y a des gens que ça va les paralyser, mais moi, voilà, quand j'étais dans mon couloir, là, euh, vendredi, on a remonté un couloir à plus de 60 degrés en ski de rando, enfin, avec les skis dans le dos, j'avais mes 2 piolets, j'étais focusé sur faire mes pas et je ne pensais à rien d'autre. Et tu sais que si tu fais une bêtise, bah voilà, c'est dangereux. Voilà, c'est vraiment ça qui fait triper. Trop bien. C'était quoi que tu as remonté comme couloir? C'était le couloir nord de l'aiguille de Champ-Rossa, au-dessus du refuge du Roc de la Pêche, côté vanoise. Donc le couloir monté remonte à 60 degrés à un moment donné. Et de l'autre côté, on a descendu la face sud de l'aiguille de Champ-Rossa en ski, dont le début est, à mon avis, à 50 degrés de pente. Voilà, en Ok. ski. Donc on est monté en couloir, en remontée de couloir à pied, euh, 50 degrés, 60 degrés jusqu'au sommet, et on a basculé en face sud, Ah, l'aiguille de Champ-Rossa. c'est du gros ski là, hein. Et ouais, on n'a pas fait beaucoup de virages quand même, mais on a fait pas mal de dérapages, parce que la météo était pourrie et qu'effectivement, je suis pas un skieur de pente raide. Donc, ouais, même si j'ai réussi à faire 2 virages, mais c'était tendu. Ok, bon bah je regarderai ça parce que je connais pas. J'irai jeter un œil. Euh, ça a été quoi tes difficultés que tu as rencontrées quand tu as voulu débuter l'Alpi et comment tu as surmonté ces difficultés? Écoute, à partir du moment où j'ai... Alors, il y a 2 choses. Il y a le côté financier, parce qu'effectivement, l'alpinisme, c'était pour ça que c'est que le milieu, il y a beaucoup de gens, enfin, en tout cas des pratiquants qui ont un âge avancé, parce que c'est cher. Tu en parles parfois dans ta formation, voilà, l'investissement initial est assez important, hein, encore une fois, je parle de course à pied parce que c'est le truc que les quarantenaires connaissent bien. Tu t'achètes une paire de baskets, un t-shirt et tu vas courir. L'alpinisme, le coût d'entrée est quand même assez important, surtout les premiers temps. Il y a un investissement, pareil comme le ski de rando, hein, l'investissement initial est quand même très important. Donc, du coup, bon, il y a quand même cet aspect-là. Quand j'ai vraiment commencé l'alpinisme, finalement, c'était en juin et je ne travaillais pas. Donc, j'avais une relation à l'argent qui n'était pas la même que quand tu travailles et que je gagne bien ma vie. Mais malgré tout, voilà, j'essaie de faire attention quand je travaille pas. Et voilà, c'était un des premières choses. Et notamment le choix de ta formation, parce qu'il dit, bah, il y a un coût. Et est-ce que ce coût-là, est-ce qu'il est rentable? Est-ce qu'il est voilà, c'est un coût, je vais acheter ça et pas autre chose. Euh, Est-ce qu'il y a un retour sur investissement, entre guillemets? Est-ce que je dépense mon argent là-dedans ou dans autre chose? Il y a un coût qui est important. Mais, donc, première chose. Mais c'est pas forcément une difficulté en tant que telle. C'est juste une prise de décision. Est-ce que j'accepte de Mm. dépenser mon argent là-dedans? Deuxième facteur, c'était, euh, c'était de savoir comment on y rentrait, justement. Comment, avec une problématique de Parisien, c'est-à-dire qu'on peut pas être en montagne tous les week-ends. Euh, c'est compliqué de faire les allers-retours sur un week-end. Comment on fait pour à la fois se former, euh, et progresser? Sans forcément, voilà, encore une fois, sans pouvoir être tout le week-end, voilà, quand on habite Grenoble ou je crois que tu es pas loin de Grenoble, c'est plus facile. Mais moi, j'habite Paris, donc c'est compliqué. Donc, c'était le deuxième truc.
Et après, c'est un peu le choix du matériel parce que tu te rends compte que c'est assez impactant et que, bah, oui, encore une fois, relié à l'argent, bah, quand tu choisis un matériel, est-ce qu'il est polyvalent? Je me rappelle la chaîne de Monsieur Matos qui déteste le mot polyvalent. Ouais, Euh, ou est-ce que je vais l'utiliser dans un cas un peu particulier, du coup j'ai besoin d'un... Donc il y a un peu ce truc-là qui est compliqué. Et finalement, trouver des gens, ça n'a pas été si compliqué que ça, parce que tu en parles dans tes formations, mais finalement, trouver des gens avec qui sortir, finalement, pas été si compliqué que ça. Et puis tu as toujours l'occasion, quand tu as un petit peu de sous, tu as toujours l'occasion de reprendre un guide, de continuer. Trouver des gens, finalement, je connaissais déjà bien Camp to Camp. J'ai utilisé ta formation pour créer, pour, voilà, pour me mettre en relation avec des gens. J'ai essayé un peu d'animer la communauté parisienne et de me connecter avec des gens. Et on a réussi à faire un groupe. Et donc, finalement, c'était pas si difficile. Mais ouais, je dirais le coût d'entrée, qui est vraiment une question importante. Euh, et du temps aussi. Voilà, finalement, c'est le temps qui manque le plus pour beaucoup d'entre nous qui travaillons. Et à partir du moment où j'ai pu travailler, donc je me suis arrêté de travailler début mars, bah, j'ai eu du temps. Et du coup, bah, avec le temps, tu libères beaucoup de choses, même si temps et argent sont un peu... ouais, Quand tu as du temps, c'est que tu as moins d'argent. ouais, c'est Tu ne ça. travailles pas. Mais finalement, voilà, ça s'est débloqué à partir du moment où j'ai eu du temps parce que j'ai pu organiser ces jours de voilà. Ok. Donc du coup, ouais, donc le temps, ça s'est débloqué quand on a eu un petit peu plus, l'argent quand tu as repris ton taf, etc. Donc en fait, ouais, t'as pu surmonter ces difficultés de manière assez fluide finalement. Oui, oui, finalement, oui. Ouais. Et puis, et finalement, une fois que j'ai trouvé ta formation et que je me suis mis dedans, effectivement, la difficulté de s'y mettre avait un peu disparu. Autant tu en parles dans tes vidéos que c'est pas juste avec, effectivement, encore une fois, pas juste des vidéos qui vont te permettre de faire de l'alpinisme, de suivre des vidéos, mais ça te débloque. Moi, ça m'a débloqué quelque chose, en fait. Ça Hmm. m'a débloqué, forcément, un peu la peur ou le risque de dire, bah, j'y vais, mais je sais rien faire. J'ai envie de le faire. Euh, mais c'est compliqué d'y aller tout seul, comme ça, du jour au lendemain. Et dès que j'ai commencé à suivre la formation, finalement, ça m'a donné cette confiance de dire, bah, je peux y aller. Et puis surtout au début, bon, je fais pas mal d'alpinisme avec mon fils, mais au début, je le fais avec des gens, des adultes, et qui partageaient un risque, qui prenaient consciemment le risque de sortir avec des gens pas aussi expérimentés que des guides, ou des gens qui ont 10 ans, 15 ans derrière eux. Et voilà, un peu avec tous les conseils que tu donnes, de choisir des courses qui sont un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait faire au niveau max, de bien réfléchir aux risques. Voilà, je suis quand même assez vieux et père de famille, donc je ne prends pas non plus des risques inconsidérés. Mais il y a toujours des risques qu'on prend. On les accepte et on essaie de les minimiser ou de les gérer. Voilà, donc ouais, ça a débloqué de suivre la formation, ça a peut-être fait un déblocage mental pour dire, bah non, finalement, c'est accessible en fait. C'est pas, Hmm. peut-être il y a plein de gens qui me disent, ah, tu fais des trucs risqués, JB, tu fais des trucs de fou. Et moi, j'ai jamais l'impression de faire des trucs de fou. En plus, voilà, j'ai pas un niveau extraordinaire, et même que ce soit physiquement ou techniquement, j'ai pas un niveau extraordinaire. Et c'est sûr, par rapport au grand public classique qui connaît pas le milieu, ça paraît un peu fou. Mais finalement, une fois qu'on a commencé à mettre les pieds dedans et qu'on fait les choses effectivement un peu progressivement, le ski de rando m'a pas mal aidé. Bah, finalement, c'est pas si dur que ça, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement la sensation que j'avais moi quand j'ai débuté aussi, c'est que, enfin, comme s'il y avait une sorte de brouillard, tu vois, sur tout ça en fait. On ne sait pas exactement comment on débute, c'est quoi les premières étapes, c'est quoi ce sur quoi il faut se concentrer au début, enfin, et c'est pas facile en fait de dissiper ce brouillard si t'es pas, si tu connais pas quelqu'un, si t'es pas accompagné, si t'es pas enfin, voilà. Et du coup, ouais, ça me parle plus. En tout cas, il y a ce brouillard plus que dans d'autres pratiques, quoi, j'ai l'impression. Oui, et surtout parce que la pratique est tellement vaste finalement, parce que, encore une fois, Ouais. si tu dis alpinisme par rapport à d'autres sports, ben, j'ai fait du kite à un moment donné, du kitesurf. Tu as une discipline presque, ok, tu as quelques variations, mais sinon les variations sont faibles. Mais l'alpinisme, tu as tellement de variations entre le ski de rando, qu'on peut conseiller dans une discipline d'alpinisme, l'escalade, la grande voie, la marche glaciaire, la cascade de glace, le dry tooling. Il y a tellement de différences que du coup, ça fait un monde tellement vaste que quand Hmm. tu commences, ou quand tu dis j'ai envie d'y aller, et que tu commences à découvrir, ça te fait un peu une montagne devant toi en disant waouh, comment je vais faire pour rentrer là-dedans? Parce qu'il y a Ouais. tellement de choses, c'est tellement vaste. Entre des disciplines très très spécifiques comme le dry tooling et le ski de rando, il y a presque un monde où la marche glaciaire. Et puis finalement, bah, tu commences à prendre des petits bouts. Tu découvres aussi des disciplines et tu dis, bon, ok, je vais me mettre dans une discipline. Donc avec mon fils, par exemple, on a fait un peu plus d'escalade.
parce que je trouve que c'est un petit peu plus accessible. Le risque est aussi, Mhm. entre guillemets, important, mais c'est un petit peu plus accessible, en tout cas techniquement parlant. Tu peux le faire peut-être plus graduellement aussi, et tu es un peu moins en haute montagne, parce que Ouais, l'alpinisme rajoute cette difficulté technique à la difficulté que tu es dans un milieu un peu plus hostile. La grande voie, tu peux en faire presque, voilà, les ouais. grandes voies à côté des grandes villes, tu te retournes et tu vois la ville derrière toi. Donc voilà, on a de la connexion, et finalement, à part la chute de pierre ou la chute elle-même, on risque. Donc voilà. Ouais, complètement, ouais. C'est vrai que et c'est pour ça que j'avais rajouté un peu tard d'ailleurs, mais j'avais rajouté une leçon sur qu'est-ce que c'est l'alpinisme dans la formation. Je sais pas si tu l'as vu, ouais. Ouais, bien Et, sûr. et parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est bah, comme ce que tu viens de dire, quoi, c'est à quel point c'est varié, quoi, à quel point Mm, l'alpinisme est multiple et les frontières avec les autres pratiques, par exemple la grimpe, bah, sont très floues en fait. Il y a un moment où tu sais plus trop si c'est de l'alpinisme mm, ou de la grimpe ou bon, c'est des tout à fait. pratiques qui sont très proches, mais voilà. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu as eu des accidents ou des incidents? Est-ce que tu t'es fait peur et est-ce que tu voudrais nous partager un peu ton retour d'expérience là-dessus? Ouais, oui, forcément, hein, j'en ai pas encore fait beaucoup, beaucoup. Pour donner un ordre de grandeur, j'ai dû avoir trentaine de sorties de ski de rando derrière moi, peut-être un peu plus. Des trucs un peu plus engagés que d'autres. Des courses d'alpi, j'en dois être à une dizaine, quinzaine. Des grandes voies, on doit être autour de, ouais, peut-être un peu une vingtaine. Et forcément, il t'arrive des choses. Euh, j'ai pris des plombs en escalade, voilà, pris des plombs, mais finalement, j'ai pas eu peur. Mais bon, j'ai pris un plomb une fois, je me suis tordu une cheville sur une réception. Une fois, j'ai fait un grand saut, mais finalement, mon fils m'a super bien assuré et voilà, je suis arrivé, voilà. Mais oui, une fois ou deux, et d'ailleurs avec la même personne, on est sorti avec une amie, et deux fois, c'est elle qui s'est mise un peu en danger. Et une fois, elle a pas, voilà, on est vraiment passé pas loin de la catastrophe sur l'arête sud du Glacier Blanc, que tu dois connaître, qui est une course classée à D, je pense, à D- ou à D, qui est quand même une course assez longue. On l'a fait début juin cette année, après ta formation, avec un groupe d'ailleurs que j'ai rencontré là, par la formation. Et on était quatre. Et effectivement, on se retrouve à la fin de la course. Donc, on arrive au sommet du glacier blanc. On part sur l'arête qui nous permet ensuite de redescendre vers le, vers le refuge des écrins. Donc, on était parti le matin du refuge du glacier blanc. On a monté l'arête sud du glacier blanc. Ensuite, on bascule sur l'arête finale qui va permettre de redescendre dans le couloir pour aller vers le refuge des écrins. On, on avait posé, on était en cordée, on avait posé une main courante parce qu'on avait une corde supplémentaire. On était deux cordées, mais qui travaillaient ensemble. On pose une main courante. Et là, il y a un problème de fatigue. Clairement, tout le monde, les quatre, on était vraiment, vraiment fatigués après déjà, je sais pas, 9 heures passées dans le truc. Donc peut-être un timing explosé. On était lent parce que relativement débutant. Et une mauvaise compréhension, mauvaise communication. Je retiens la main courante. J'étais pas le dernier, j'étais l'avant-dernier. J'arrive au relais. L'autre cordée avait déjà commencé à faire descendre une des personnes, ou était en train de commencer à faire descendre une des personnes pour le rappel. J'arrive au relais, je me vache. Je suis avec donc une des personnes de l'autre cordée. Moi, ma compagnonne de cordée commence à s'engager sur cette arête sur laquelle j'avais retiré la main courante, alors que c'est elle qui devait la retirer, donc elle démarre sans main courante. Sauf qu'on descend en fait. On descend de l'arête, on descend pour arriver à un relais qui est légèrement en contrebas. Et pareil au relais, on gère mal les communications. Notre partenaire de cordée me dit ravale la corde. Il me dit pose un demi-cas, bestant, lenteur. J'essaie de ravaler la corde, j'arrive pas à trouver le bon bout. Je ravale pas assez la corde. Le demi-cabestan n'est pas posé. L'autre personne continue à ravaler la corde. Enfin, moi, je ravale la corde de côté assureur et lui, il ravale la corde côté de la personne qui descendait. Comme elle descendait, bah, il fallait ravaler. Et là, la personne qui descend, dit, donc sur une pente de neige, juste avant une falaise. Et donc là, c'est la panique, mais ça se passe tellement vite que tous les deux, on se plaque contre le mur, contre la paroi. Nous, on était côté rocher, elle côté neige. On se plaque sur le mur avec les mains bah, serrées à mort sur la corde, en disant bah, on va prendre cher. Et elle glisse. Et miraculeusement, elle s'arrête sur une petite vire.
Donc là, voilà, c'était. Et si elle n'avait pas, s'était pas arrêtée sur la vire, elle tombait. Je pense qu'elle nous embarquait au minimum. Elle s'embarquait au minimum toute seule. Il y a des chances que le relais saute. Et aurait pris un plomb très important. Parce qu'il y avait, je sais pas, il y avait au moins 5 mètres de corde de libre. Donc la vitesse qu'elle aurait prise sur cette chute aurait été voilà, fatale. Voilà, donc oui, c'était un moment de débutant, voilà, plein de petites bêtises accumulées. On a d'ailleurs j'ai fait un petit compte rendu après quand on est rentré chacun chez soi, j'ai refait un petit compte rendu en disant voilà moi ce que je ressens des événements, ce qui s'est passé, la séquence d'événements et les petites erreurs accumulées qui viennent à ce moment où voilà la vie de quelqu'un aurait pu y passer et peut-être même de plusieurs personnes si le relais avait sauté. Waouh, putain. Voilà. Donc ouais, c'est sûr que voilà, mais ça passe tellement vite que finalement, bon bah, tu te fais peur et puis finalement, bah après, de toute façon, faut finir la course aussi, hein. Donc tout le monde est en bonne santé, donc bah on descend, et puis on est toujours dans l'adrénaline de bah faut continuer la course, il faut finir. On était encore assez loin du refuge. On fait nos rappels, on marche et puis on va reparler un peu après en disant bah peut-être que cette personne a pris un risque. Nous, on a fait une bêtise, on a essayé de tous intellectualiser la séquence d'événements. Et voilà, ce sont des leçons, des bonnes leçons, parce qu'effectivement, il y a pas eu de blessure, pas de conséquences, mais ça aurait pu ouais, mal finir. Et c'est une partie de l'alpinisme. Purée, waouh, ok. Et votre relais, tu dis qu'il aurait pu sauter parce qu'il n'était pas suffisamment solide? J'ai un doute, mais non, je pense qu'il était solide, mais vu que la corde n'était pas, je pense qu'en fait, le truc, c'est que comme la corde n'était pas assez tendue, Parce je que là, pense qu'on avait, c'était une chute de facteur 2 en fait, non? Il n'y elle avait était pas de, haute. il y avait pas de Non, point entre... mais non, non, effectivement, c'est ça, en fait. Nous, on était au relais, mais elle était au moment où elle a commencé à chuter, elle devait être un peu moins de 10 mètres de nous. Un petit peu moins entre 5 et 10 mètres. Et du coup, il y avait 5-10 mètres de corde libre. Donc, même si on la tenait, et en plus, il n'y avait pas de, il y avait pas de, nœud il y avait pas de, il y avait pas de frein, puisque j'avais pas réussi à poser mon demi-cabesson. Donc, on faisait juste du travail de la corde sur le pont. Donc, voilà. Et comme en plus, il y avait cette verticalité derrière, là, si on n'arrivait pas à tenir la corde à quatre mains, Ouais, bah là, ouais, la corde, elle enquillait 50 mètres de corde. ouais. Parce il y avait au moins 25 mètres de descente, on a fait un rappel de 25 mètres. En fait, on avait trois rappels de 25 mètres. Parce qu'on avait des cordes de 50, deux cordées, deux cordes de 50. Ah non, non, pardon, on les avait raboutés. Ah, j'ai un doute, bon, je me souviens plus. Non, 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 on descendait sur une seule corde de 50. Donc, c'est un rappel de 25, mais il y en avait trois. Donc, et à chaque fois, il y avait pas d'amortissage. Donc, potentiellement, on pouvait faire une chute de 75 mètres sur une corde, bon, alors, c'est la corde de 50, mais voilà. Ok, waouh. Et elle a trébuché, enfin, elle a juste trébuché ou elle a dévissé pour quelle raison? En fait, elle était sur une pente descente, une pente de neige descendante. Je pense qu'elle a glissé, en fait, crampon, mais fatigue, forcément, après une longue journée. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas vu, je l'ai juste senti glisser, je n'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, mais la personne voilà, a glissé une glissade sur de la neige, ouais. Mm. Ok, ok, waouh, bah, punaise. Ouais, ça fait toujours un peu froid dans le dos, ces histoires. Bien sûr, ouais, de la chance ou pas totalement de la chance, mais des facteurs qui fait que ça se termine bien, donc Ouais. voilà. Mm. Mm. Ok, Voilà, et effectivement, j'ai vécu d'autres moments, un peu plus, des moments difficiles où tu dois passer un crux. Donc un crux, un moment, un crucial moment en escalade, en alpinisme. On faisait l'aiguille du moine par l'arrêt de sud, mais pas la complète. Donc on commence par la voie normale et ensuite on finit par l'arrêt de sud de l'aiguille du moine. Et la course, je sais pas pourquoi, on a tous consulté le topo et on pensait que c'était de la des moins, et en fait c'était de la des plus. Et effectivement, c'était pas pour rien. Il y avait deux moments, un moment dans une cheminée à passer qui était difficile en escalade avec les chaussures d'Alpi. Ce qui est un peu ironique, c'est qu'on avait les chaussons d'escalade qu'on avait mis dans le sac à dos en disant au cas où, et en fait, on n'a pas pensé à les sortir. Tunnel de pensée. ouais, On n'a pas pensé à sortir les chaussons d'escalade alors qu'on aurait pu. Un crux à passer. Cette même personne d'ailleurs n'arrive pas à passer. Une femme de petite taille. Enfin, je suis très grand, donc c'est différent. Donc je peux me juger sur les tailles, mais elle, voilà, petite, elle n'arrive pas à passer le crux en escalade en chaussures d'alpi. Je lui passe un piolet pour qu'elle puisse s'accrocher un peu plus haut et de manière un peu plus certaine je lui fabrique une petite liche avec une sangle. Elle pose le piolet. Elle n'arrive pas, elle lâche le piolet, elle lâche le piolet, elle s'accroche sur la sangle pète. Je ne sais plus comment on a réussi à récupérer le piolet, mais on perd pas la sangle a pété. On récupère le piolet, elle n'arrive pas à passer, elle descend. Finalement, c'est mon fils qui y va, qui a
qui est plus grand. Peut-être pas meilleur grimpeur qu'elle, mais qui est certainement plus grand. Elle avait réussi à poser un point de protection, donc il arrive à enchaîner les premiers pas. Il monte et puis finalement voilà, en envoyant voilà, un jeune sans cerveau qui se pose moins de questions que nous, les personnes plus âgées, et du coup il passe, il arrive à passer. Voilà, il arrive à passer ce crux. Mais on a bataillé, je sais pas, on a dû perdre au moins une demi-heure, trois quarts d'heure sur ce crux-là de deux ou trois mouvements qui en escalade pure, on aurait pu probablement passer assez facilement, mais un peu engageant dans une cheminée où nous, on est sur une vire sur le côté. Donc la cheminée, elle, par contre, donne dans le vide. Donc difficile d'assurer aussi. On n'est pas dans une meilleure position. On n'est pas juste en dessous. C'était un peu difficile d'assurer. Donc il y a un moment à donner à passer où il y a beaucoup d'engagement et beaucoup d'engagement, beaucoup d'exposition. Un peu dans les deux termes. Et finalement, c'est mon fils qui arrive à passer parce que voilà, il enchaîne et surtout il est grand, donc il arrive à attraper une prise un peu plus haut que la personne d'avant ne pouvait pas attraper et ça passe. Voilà. Donc ouais, mais là, on s'est pas fait. Enfin, elle a chuté sur le premier coup, elle a chuté, mais une petite chute d'escalade et on avait bien protégé. Voilà, elle a chuté, elle a dérapé. C'était pas totalement vertical, donc elle a un petit peu dérapé dans la cheminée. C'était relativement bien protégé, donc il y a pas eu de peur particulière. Juste voilà un croc ça passait où tu laisses un peu d'énergie. Et moi, je pense que Ouais. d'ailleurs, quand je suis passé en troisième, la course était longue, on a explosé le timing parce qu'un peu difficile pour nous et j'ai laissé sûrement un peu d'énergie. Du coup, quand je suis arrivé au sommet, j'étais vraiment cuit. C'était un moment, voilà, une course un peu trop difficile pour moi. Ouais. Ouais, c'est clair faut pas sous-estimer le niveau non seulement technique, mais ce que ça peut faire sur notre, tu vois, la peur. Enfin, pas forcément, ça peut être la peur, mais ça peut être Mmh. l'appréhension, ça peut être la longueur, ça peut être. Ouais. Enfin, je me rappelle que un des derniers trucs un peu engagé que j'ai fait, c'était le Mont Pourri par l'arête nord. On l'a fait en hiver. C'est pas un truc difficile du tout, mais en hiver, c'est un peu engagé, un peu plus, quoi. Mmh. Et en fait, il y avait de la neige complètement sucre, tu vois, Ouais. sans consistance. Et moi, j'aimais pas du tout ça, j'avais pas du tout envie d'être là. Et en fait, je suis arrivé au sommet. On n'avait pas fait tant de dénivelé que ça, mais j'étais éclaté, quoi. J'étais plus éclaté qu'après le Mont Blanc, tu vois. Enfin, j'étais éclaté, quoi. Et mon pote, enfin, ouais, il était choqué de mon état de fatigue, alors que, voilà. Mais donc, il y a, ouais, encore une fois, beaucoup de facteurs à prendre en compte, quoi. Ouais, tout à fait. La fatigue, moi, quand je suis arrivé au sommet de cette aiguille du moine, j'avais une fatigue à la fois physique et mentale. C'est-à-dire qu'effectivement, l'énergie que tu passes à certains mouvements, il y a de l'énergie physique, bien sûr, que tu peux préparer au mieux possible en faisant pas mal de sport le reste de l'année, mais il y a aussi l'énergie mentale que tu laisses, un peu, comme tu dis, la peur, à la fois la peur, l'engagement qui fait que tu laisses Ouais, aussi un peu d'énergie. Cette concentration que tu dois avoir en permanence et un peu ce stress bah, fait que tu t'épuises aussi. Voilà. D'ailleurs, dimanche aussi, on a fait le dôme de Paulsay. Donc après l'aiguille de Chorossa, on a fait la pointe d'observatoire et on a fait le dôme de Paulsay après 4 jours, dernière course d'un week-end de 4 jours. Il y a un moment un peu dur à passer de raid en sortant après le refuge du Petit Paulsay. Il y a une pente qui est très glacée, euh, assez raide. Je sais pas, on est à 35 degrés, on est encore en ski de rando. D'ailleurs, si j'avais su, j'aurais probablement mis les crampons et monté en fiolet, j'aurais été moins fatigué. Et là, ski de rando, avec les couteaux, c'est difficile d'avancer. Moi, j'ai un peu d'appréhension. Pourtant, je suis plus expérimenté des deux, mais je sais pas, j'aime pas cet environnement des crampons, de risque de glisser en ski. Je préférerais nettement être en crampons fiolet. ouais, Et c'est pas très long, mais il y a une demi-heure, trois quarts d'heure de monter sur cette glace où tes skis accrochent limite. Les conversions sont difficiles. Ça m'a épuisé. Voilà. Pas forcément l'effort physique, parce que l'effort physique, bon, ouais, c'est une demi-heure, on était frais le matin. Euh, mais voilà, cet engagement que tu mets, cette, euh, c'est un peu ce stress que tu ouais, as. Je trouve que le stress en montagne, en tout cas, fatigue aussi. Donc il y a cet aspect effectivement de longueur de course, ouais, bon, l'altitude, le dénivelé, mais il y a aussi ce facteur de difficulté qui fait que tu stresses et du coup tu t'épuises dans le stress. Et je ouais. pense que c'est aussi une des leçons que j'ai apprises, c'est qu'il faut que j'apprenne et que j'intellectualise mieux, c'est que ces moments de stress, de difficultés techniques, quand tu les gères pas bien, parce que tu n'as pas forcément le niveau où tu es juste, bah, ça t'épuise beaucoup plus que voilà. Et du coup, c'est pas forcément des courses longues, mais juste parce que tu vas dépenser de l'énergie, cramer du gaz, comme on dit. Ouais.
dans des moments qui sont plus difficiles que ça et ça épuise physiquement. En tout cas, certainement, en tout cas moi. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui le gèrent bien, mais moi, ça me fatigue physiquement. Ouais, complètement, complètement. D'où l'importance de prendre des bonnes marges au début, surtout, et puis même de manière générale. Pour, Ouais, tout à fait. Tout à fait. euh, Ok, est-ce que... ouais, j'avais une question cette fois plus sur la formation. Est-ce que tu Oui, as hésité du coup avant de t'inscrire à la formation en ligne? oui, bien sûr, bien sûr. Je me suis posé des questions en me disant toutes les questions qui peuvent passer par l'esprit. Qui c'est ce petit jeune qui se permet de faire des formations en ligne comme ça? Est-ce que c'est solide? Est-ce qu'il y a du value for money? Est-ce que ça vaut le prix que tu payes? Est-ce que ouais, est-ce que ça vaut ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut ce que ça? Est-ce qu'il y a un rapport prix contenu qui est intéressant? Je sais pas si j'ai de l'expérience de choses que j'avais achetées, de type livre. Même des fois, tu achètes un livre et tu te dis, tiens, tu payes 30 € un livre et puis tu lis et puis il y a 100 pages et tu dis, mais moi, j'ai payé 30 € pour ce livre, c'était nul. Ou tu crois que l'histoire m'a pas plu ou que le récit ou, je sais pas, le contenu était pas bien. Mais, donc, il y avait un peu ce truc-là en me disant, bon, bah, voilà, est-ce que c'est la bonne manière de faire? Et pourtant, tu mets je trouve que dans la description, avant de t'inscrire, tu es assez clair sur ce que c'est, sur ce que ce n'est pas. Est-ce que ça te paraît de faire? Est-ce que ça ne te paraît pas de faire? Mais voilà, il y a quand même, tu dis, bon, est-ce que je suis le premier à expérimenter quelque chose que Thomas a créé il y a pas longtemps et que je suis le premier et que j'ai essuyé des pots cassés? Parce que si c'est ça, hein, c'est pas quelque chose qu'il a depuis 10 ans. Voilà, il y a, il y a pas de régulation, il n'y a pas d'autorité derrière. Donc, tu vois, c'est pas un cours de l'éducation nationale, c'est pas un cours c'est pas un nouveau cours, un nouveau contenu d'une filière connue, d'un Ouais. organisme connu de formation, je sais pas. Voilà. Et donc, du coup, il y a ça, il y a cet aspect de dire, OK, alors, disclaimer, j'ai eu la chance par rapport à énormément de gens, de bien gagner ma vie. Et donc, on a parlé un petit peu de l'aspect financier qui est quand même important. Je ne gâche pas mon argent, mais j'ai des revenus probablement plus confortables que 80% des Français. Et du coup, bon, il y a cet argument de dire, OK, là, je vais dépenser l'argent, je sais pourquoi je le dépense. C'est un loisir, en fait. Ce que je dis, c'est comme si tu t'achètes une nouvelle paire de baskets, tes baskets de running sont usées, tu dis, bon, bah, je vais investir dans une nouvelle paire de baskets, ou je m'achète un nouveau pantalon de ski de rando, ou une dépense, ou je m'achète une nouvelle télé, il y a des gens qui achètent, j'adore la télé, voilà. Et tu te dis, bah, c'est un loisir. Donc, prenons-le comme un loisir, dépensons cet argent comme un loisir, une manière de m'évader, de me faire plaisir, de passer un bon moment donné en me formant. Et un peu le dire, voilà, on pourrait très bien aller nous faire un bon dîner, ou je sais pas, une bouteille de vin, j'ai l'âge de boire du vin. Euh, et je me dis, bah, je dépense cet argent-là, mais oublions le fait que ce soit une formation, ou juste dire, je vais faire un loisir. Ouais, je dépense de l'argent comme un loisir. Et ça fait partie de mon loisir. Je pourrais très bien partir en vacances, je sais pas, séjour, voilà. Et c'est ça que je me suis dit. Et je me suis dit, bah, on verra bien. Donc voilà, je m'inscris. Et, euh, et voilà, en me disant, bah, ok, je vais découvrir le contenu, on verra ce que ça vaut. Je vais regarder de tes vidéos avant, j'ai trouvé plutôt de bonne qualité. La manière dont tu montais tes vidéos, on sentait un certain professionnalisme au sens où on sentait bien voilà, que tu es un jeune créateur de contenu sur YouTube, mais tu le faisais plutôt bien. Voilà, j'explore YouTube, je regarde des contenus de différents types, mais ce que tu faisais était plutôt bien. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que si c'est de la qualité de ces vidéos, voilà, ça va être bien. Et j'avais aussi envie un peu mon côté paternel, de me dire, bah voilà, j'ai envie de donner aussi la chance à Thomas de réussir. C'est-à-dire, il a lancé un truc, il se lance dans un truc que personne n'a jamais fait avant. Euh, et c'est un peu une manière de te soutenir, en fait. C'était un peu ça aussi, de me dire, je vais le soutenir dans sa création d'entreprise, dans son projet. Un peu comme si j'avais investi de l'argent dans une société, voilà, j'ai des actions ou de l'argent sur un compte épargne, voilà. C'est un peu ça aussi. Et, et aussi, et ça, je sais plus si tu en parles dans ta formation, mais on entend parler dans beaucoup de réseaux, c'est finalement de rentrer dans une communauté. Le fait de se dire, bah, je vais participer à une communauté. Donc, il y avait aussi cette question de combien d'autres gens vont s'inscrire à ce contenu-là. Et forcément, plus de gens s'inscrivent, plus tu as l'impression de rentrer dans une communauté. Hein. Et on sait très bien que les réseaux sociaux, c'est très communautaire, en fait. Mais Ouais. quoi que tu fasses, c'est communautaire. La course à pied, le vin, le cinéma, tu es dans une communauté. Et donc, il y a un peu Mm. cet aspect de dire, je rentre dans la communauté des alpinistes, ou en tout cas des apprentis alpinistes. Euh,
voilà, c'est un peu ce côté aventure. C'est un peu comme le tennis, hein. Finalement, tu suis cette formation un peu comme une aventure aussi. On verra bien, quoi. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a eu peut-être parmi ce que tu as dit, un élément déclencheur qui t'a fait franchir le pas ou c'était un mix de tout ce que tu viens de nous dire? L'envie de m'échapper, l'envie, j'étais à un moment de ma vie professionnelle et voilà, on sortait du Covid et encore une fois, une question de temps qu'on peut pas passer tous en montagne quand on habite loin et c'était le déclencheur, j'en ai besoin en fait. Donc finalement, tu dépenses de l'argent dessus, mais parce que tu en as besoin en fait et que tu peux pas prendre de congé parce que bah, tu travailles, tu as 5 semaines de Ouais, congé par an, un peu de RTT, mais voilà, on a tous des contraintes aussi, je suis père de famille, voilà, tu peux pas partir ton temps, tu peux pas partir autant qu'en montagne, mais c'est aussi ce qui fait son aspect attractif, c'est que je peux pas je me suis dit, si j'y vivais, ouais, peut-être qu'un jour j'en aurais marre, mais comme je n'y vis pas, bah, c'est un peu la rareté qui fait l'envie. Et du coup, c'était un peu de dire, allez, j'en ai besoin, en fait, ça va me faire du bien. Ne serait-ce que, tu vois, même si je fais pas d'alpinisme à la fin, et ben, d'avoir regardé des vidéos, d'avoir bidouillé ma corde chez moi, d'avoir regardé le matériel, et ben, ça me fait plaisir, en fait. Voilà. Il y a des gens qui regardent des séries toute la journée, ben, moi, j'avais envie de regarder des vidéos d'alpi. Voilà, je le prenais vraiment comme un loisir, en fait. c'est trop cool, c'est trop bien. Yes. Mm. Et est-ce que tu es heureux d'avoir investi ton argent là-dedans alors? Bah, carrément, ouais, c'est ce qui m'a fait, c'est ça, c'est la formation que j'ai suivie de manière presque religieuse en me disant voilà je vais consommer le contenu autant que je peux et ouais, les vidéos que je regardais je fais un petit peu de feedback aussi sur certaines vidéos qui sont peut-être un petit peu longues, ça mériterait d'être découpé, parfois le format vidéo est un peu moins facile pour rechercher. Euh, Quand tu veux revoir un truc, c'est un petit peu moins facile de retimer sur la vidéo le moment que tu veux voir, parce que, tiens, comment il fait exactement. Mais bon, en parallèle aussi, j'ai consommé d'autres contenus, donc je faisais pas que ta formation, je continuais à regarder d'autres chaînes YouTube de de tutoriels. Alors, on regarde des aventures en montagne, mais tu n'apprends entre guillemets rien, ça te fait rêver, mais tu n'apprends rien. Quand tu regardes des vidéos des Védrines et autres montagnards, tu n'apprends rien. Enfin, pas en tant que tel, mais je regardais d'autres tutos. Et du coup, ouais, je suis super content parce que c'est ça qui m'a permis, un, de rencontrer des gens par ta formation, de rencontrer des gens avec qui j'ai fait mes premières vraies sorties d'alpi en autonome. Donc, on avait passé, on s'est organisé un week-end à quatre. Alors, il y a deux autres personnes qui ont fait la formation. La quatrième personne n'avait pas fait la formation. Elle avait fait un petit peu d'alpi avant, qui nous a rejoint dans le groupe. Donc, en plus, on trouvait que 4 c'était pas mal. Ça faisait deux cordées de Hmm. deux. C'était plutôt bien comme chiffre. Donc, on n'était pas des cordées, on n'était pas que deux, on n'était pas trois, on n'était pas cinq. Et deux fois deux, c'était pas mal. En fait, deux cordées, ça permettait de. En plus, moi, j'avais déjà investi dans du matériel de corde. Donc ça permettait d'avoir deux cordées et de se soutenir. Voilà, et au plus de varier les cordées, de dire de changer de partenaire de cordée, comme ça on apprend aussi de l'un de l'autre. Et bon, il y a aussi une histoire de poids, de compétences. Voilà. Et en fait, les deux, donc la formation, rencontrer des gens et déclencher, parce que j'ai eu du temps de déclencher ce séjour de 4 jours dans les écrins, euh, voilà, j'ai mis les pieds et peut-être dire un truc un peu bizarre, mais je me suis senti devenir alpiniste. Voilà. Ah, trop Même bien, si je suis aussi une modestie de dire, bah, il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore appris, bien sûr. qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas, qu'il y a des risques et des, voilà. Mais voilà, j'ai eu l'impression de ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, faire la formation, acheter un petit peu de matériel, faire mes premières sorties, avoir une certaine autonomie, entre guillemets, sur des courses qu'on peut faire, sur des niveaux qu'on peut faire. Hmm. Et tu vois, par exemple, l'aiguille du moine, qui était un peu trop dur pour nous, bah, même avec mon fils, on a discuté après, on s'est dit, bah, notre objectif maintenant, pareil en grande voie, c'est pas forcément de travailler, typiquement, on peut passer lui, il commence à passer du 6B, moi du 6A, mais on s'est dit, bah, quand on va faire de la grande voie, on va faire de la grande voie plaisir, et on va faire des trucs limite pas plus haut que du 5B. Parce qu'on a envie de faire une sortie tranquille, euh, sans engagement, sans difficulté, et juste de plaisir de se faire d'enchaîner, d'être en montagne, d'être tous les deux, sans forcément se dire, putain, c'est dur à passer. Voilà. Et du coup, aussi, cet accident ou cette difficulté qu'on a eu à l'aiguille du moine, on s'est dit, on va redescendre un petit peu, tu vois, on apprend aussi, on cherche la limite entre le niveau, la difficulté, parce que ça fait plaisir quand même de faire des courses difficiles, forcément, de monter un peu en difficulté, c'est un aspect un peu plaisant. On parlait tout à l'heure de la technique, que ce soit des courses plus techniques, plus difficiles, ça fait plaisir, c'est de l'adrénaline, mais en trouvant la limite entre se faire plaisir et tu vois, je vais dire une bêtise, mais on a fait, à la Toussaint, on a fait le Mont Aiguille par la voie normale, qui est une course PD, je crois, PD+, peut-être. Ouais, c'est pas très dur, ouais.
c'était pas très bien, mais c'était génial en fait, parce qu'on Ouais. a justement on a déroulé, c'était un environnement extraordinaire, il n'y avait pas grand monde en plus, alors que j'ai vu qu'en été ça peut être bien demandé. Mm. Et tu vois, cette formation et le fait d'avoir fait les sorties et aussi une ou deux courses un peu trop dures pour mon niveau, bah, ça nous a permis de nous libérer. Maintenant, on est autonome sur des courses, effectivement, PD, PD+, peut-être AD-, on est autonome. Alors, pas sur certains types de courses. On a parlé tout à l'heure qu'il y avait pas mal de courses différentes. On est plus à l'aise sur le rocher, par exemple. Moi, je suis allé sur la neige, mais mon fils est un petit peu moins à l'aise sur la neige. Sur le glacier de neige, c'est un peu moins son truc, mais le rocher, il est plus à l'aise que moi, d'ailleurs. Et donc, voilà, on continue à progresser. Et encore une fois, l'idée, c'est de dire, bah, en plus, j'ai repris un boulot depuis janvier. Et du coup, ça libère un petit peu le côté financier. Et tu vois, là, en février, on va faire notre première course d'alpi hivernale. Et je vais le faire avec un guide. Voilà. Donc, la formation, c'est pas, je suis autonome entièrement. Et puis, Ah ouais. c'est vrai que ça facilite un peu le coup d'entrée de l'alpinisme parce que si tu prends des guides à chaque fois, bah, ça coûte quand même très cher. Donc, il y avait un peu cette espèce de dire, non seulement ça coûte un petit peu moins cher, même si le ticket d'entrée, mais finalement, tu vois, ta formation, par rapport à coût d'un guide à la journée, c'est presque rien. Enfin, je me souviens plus exactement combien, tu vois, je me souviens même plus combien j'avais payé, mais finalement, je crois que sur le prix d'une course d'un guide, hein, c'est ça, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. bah, aujourd'hui, elle est à 400 et un guide, c'est Donc, entre 350 on et est même, 400 la ouais, journée. on est même presque moins cher que, voilà, que certains guides qui te prennent. J'ai pris un guide suisse une fois. Ça coûte cher la Suisse. Euh, et du coup, c'est là où j'ai vu la qualité et le rapport qui a été pris, donc le ROI, le Return of Investment, qui est toute information, en disant, bah voilà, on investit l'argent et on est autonome. Alors, je mets beaucoup de guillemets, attention, mes- mesdames et messieurs qui écoutent cette vidéo, ne faites pas ça chez vous. Mais c'est de se dire, voilà, en faisant une formation, en faisant quelques sorties avec des guides, avec des gens un petit peu plus expérimentés, en prenant de l'expérience, bah, tu te rends compte que tu es autonome sur les courses PD sans problème. On fait de la grande voie dans du 5A, 5B. Bien sûr, il y aura toujours un moment donné où on va tomber sur une situation difficile, il va nous arriver c'est inévitable qu'à un moment donné, on va arriver que des difficultés arriveront, que des moments durs arriveront, c'est inévitable. Hmm. Maintenant, bah, au fur et à mesure avec l'expérience, tu apprends à mieux les gérer. Voilà, et un jour, peut-être que je serai obligé d'appeler le secours, l'hélico, parce que j'arrive pas à m'en sortir. Mais voilà, si les gens qui me disent, ah, tu fais des trucs risqués, je leur dire, mais tu sais, vivre, c'est risqué. Voilà, traverser la rue, prendre l'autoroute un samedi sur la route des vacances, l'autoroute du Sud, c'est risqué. Ouais. Ouais, c'est clair. Et effectivement, c'est cool que tu remettes dans le contexte parce que, en fait, est-ce qu'on est autonome? Bah oui, sur certaines pratiques, dans certaines conditions, C'est presque ça. avec certaines personnes, tu vois. Enfin, il Exactement, y a tout à plein fait. il y a plein de facteurs qui font que on est autonome. Après, ça dépend de notre conception de l'autonomie, mais en tout cas, ouais, en montagne, c'est souvent ça, quoi. C'est un système avec plein de trucs qui sont Ouais. interconnectés Ouais. et du coup, Et l'autonomie vient aussi, tu vois, des courses, des types de courses que tu choisis, comme on disait, peut-être moi je suis moins autonome sur la cascade de glace, j'en ai jamais fait, donc c'est une discipline de l'alpinisme, mais je suis pas du tout, j'ai aucune autonomie, j'en ai jamais fait. Donc je suis ouais. autonome sur des courses peut-être de neige en niveau PD, peut-être un peu avancé. Maintenant, en remontée de couloir, j'ai l'habitude. Sur des courses de rocher, on est à l'aise dans de la D-, voire AD en fonction des courses, mais tu rajoutes la difficulté du terrain, de la neige. Par exemple, en hiver, ben, je ne pense pas avoir l'autonomie pour faire une course, même AD, même AD-, en hiver, parce que j'ai pas encore fait de course hivernale. Euh, voilà, en ski de rando, ben, je commence à pouvoir faire des pentes raides, entre guillemets. Mais il y a certainement des choses sur lesquelles je suis pas autonome. Donc oui, effectivement, c'est ça. On augmente en autonomie sur certaines disciplines. Et puis, ben, un jour, si j'ai envie de faire, on a presque eu l'occasion de faire le Cervin en Matterhorn fin août l'année dernière. Euh, Sauf qu'on s'est rendu compte que c'était difficile et qu'on n'était peut-être pas autonome sur une course de cette ampleur-là. Hmm. Ouais, c'est clair. Et ce que j'ai expérimenté moi dans ma pratique, c'est que en fait, j'ai l'impression que il y a un moment où t'es pas à l'aise partout, mais tu peux devenir autonome. Enfin, tu as suffisamment d'autonomie pour appréhender des nouvelles pratiques, tu vois, plus ou moins tout seul, quoi. Tu vois, la cascade de glace, moi, je crois que j'avais pas fait je crois pas que j'ai fait de stage avec avec des guides, mais en fait, j'avais suffisamment
de connaissance de la montagne et de l'alpi pour commencer par une cascade hyper facile, aller faire un mur d'initiation, tu vois, dans un truc où je savais qu'il y avait quasiment aucun risque, qu'on pouvait aller poser un rappel au-dessus en passant par un autre chemin, machin. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que au bout d'un moment, tu arrives à un niveau où tu as suffisamment d'autonomie pour Oui, en fait nourrir la machine. Et enfin tout à voilà. fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Éventuellement, avec revoir une autre technique, soit en tuto, soit reprendre. Voilà, effectivement. Je suis d'accord avec toi. Effectivement. Et encore une fois, il y a tellement de disciplines différentes dans l'alpinisme, au sens global du terme, que tu vas pouvoir réutiliser et de faire plusieurs disciplines d'ailleurs. Ça te permet de réutiliser des techniques ou de rencontrer des difficultés qui permettront de gérer d'autres moments. J'avais pas prévu ça sur notre sortie, donc l'aiguille de Champ-Rossa. Je l'avais pas forcément prévu, mais quand on fait notre remontée de couloir, on commence dans un pierrier. Mon pote se sent pas à l'aise et j'avais la corde pour faire de l'encordement de glacier du jour 4. Donc je me baladais depuis 2 jours avec ma corde et là je dis bah je balance un coup de corde en fait. Et du coup j'utilise des techniques d'alpinisme en ski de rando où en théorie t'as pas besoin de faire d'alpinisme, mais j'utilise des techniques d'alpinisme pour dire bah ils se sentent pas bien dans une remontée de couloir, ils sont pas safe. Je vais balancer un petit bout de corde, je fais mon encordement, je passe ma corde et je me dis voilà je suis à l'aise pour le faire monter, pour l'assurer. Alors évidemment, s'il avait pris un plomb, peut-être que j'aurais eu du mal à le retenir et vraiment faire un bon assurage, mais je me sens à l'aise. Et pareil, on arrive en haut, il y a la corniche à passer. La corniche est un peu tendue, il y a du vent, il fait froid, il y a du brouillard. Et là, il voit la pente et il se dit, OK, c'est un peu dur. Et je lui dis, bah écoute, je vais t'encorder. Donc pareil, sur la descente, enfin, on est resté encordé sur le coup, je lui dis, te désencorde pas, il marche le long de l'arête, c'est lui le premier à passer. Je pose mes skis, j'essaie de trouver comment je fais un ancrage. Je peux pas faire un ancrage au pelet. Je mets mes skis droits, ils sont enfoncés jusqu'à ils sont enfoncés à mi-parcours. Donc j'ai plus d'1 mètre de ski, 2 skis dans la neige. Passe ma corde autour, je me prépare un demi-calistan et je me mets en position de l'autre côté de la corniche et il passe. Je sais pas si j'aurais pu le retenir vraiment si jamais il avait dévissé sur son couloir quand lui attaque en ski, mais je le retiens et j'utilise des techniques que j'avais appris. Voilà, et tu arrives aussi à bricoler. En Ouais. fait, d'avoir un peu d'expérience et à la fois sur les tutos et sur plein de choses que tu apprends, tu arrives à bricoler, te dire, même si en théorie il y a un nœud utilisé pour quelque chose, mais tu arrives dans une situation pas difficile, mais voilà, une situation entre guillemets inconnue, tu arrives à bricoler avec des techniques. Ah oui, tiens, alors je pourrais peut-être utiliser ça, c'est peut-être pas le meilleur, mais dans l'instant donné, tu peux utiliser quelques trucs que tu as appris d'une discipline ou de l'autre voilà, pour te sécuriser, pour passer un bon défi. Ouais, complètement. Mm. Euh, qu'est-ce qui a, je passe à la question suivante. Il en reste quelques-unes, alors je me dis, qu'est-ce qui a changé dans ta pratique de l'alpinisme suite à la formation en ligne et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Euh, c'est vraiment de pouvoir sortir en autonome. C'est Ok. ça, hein, vraiment. J'avais fait donc 2, 3 sorties. J'avais fait le Grand Paradis, les Perrons de Valorcine. J'avais fait 2 initiations au Grand Bois. Euh, En sortie de guide, j'avais fait ça. J'avais déjà fait du hors-piste voilà, avec des guides. Euh, et c'était vraiment de me dire, je suis arrivé à un niveau où voilà, je me à la fois de confiance, mais aussi de d'inconscience. Je suis comment on dit, consciemment incompétent. Ou, Ouais, compétent, je suis conscient, incompétent, mais du coup, encore une fois, avec cette histoire de niveau, je me sens d'y aller. Je me sens, ça y est, à la fin de la formation, je me suis dit, bah, voilà, maintenant, l'autre truc à faire, c'est d'y aller, c'est d'aller sur le terrain, mettre en application ces choses-là, avec un groupe, encore une fois, je redis, hein, je l'ai fait avec un groupe d'adultes. Euh, et je l'ai pas fait avec mon fils, par exemple, la première fois. Ma première course d'alpi, je l'ai pas fait avec mon fils, parce que bah, ça reste donc, je disais que les premières courses d'alpi, donc, la formation m'a permis de me sentir autonome, comme on a dit tout à l'heure, hein, autonome, attention au terme autonome, d'être raisonnable dans ce projet, mais de le faire, de se dire, voilà, on planifie une course, on applique ce qu'on a appris dans la formation, choix des courses, planification de la course, choix du matériel, choix des compagnons de cordée, des personnes avec qui on part en montagne, concession de la cordée, préparation de la course, exécution de la course. Mais je l'ai fait avec des adultes qui chacun ont pris leur responsabilité. Donc j'avais effectivement intentionnellement parlant laissé mon fils de côté, même si j'aurais adoré faire ça avec lui. Et je me suis dit, pour les premières fois, pour chaque discipline, soit je suis avec un guide, il est avec moi, soit je suis tout seul parce que je prends mes risques en tant que, voilà, je prends mes risques tout seul, mais j'en ai tout pas mon fils qui est mineur, qui, voilà.
Et c'est vraiment un déclencheur de me dire, bah, non, voilà, je me sens de le faire. Je me sens, ok, il y a sûrement des inconnus, des choses que je sais pas faire. Il y aura des moments durs, des moments difficiles, des moments où peut-être on prend des risques. Mais j'ai pu aller au-delà des risques. Sans l'information, je ne sais pas comment j'aurais pu mettre le pied à l'étrier. Il aurait fallu que je fasse un stage ou j'aurais pas pu le planifier, j'aurais pas pu du tout le faire comme ça. Et là, je me suis dit, pendant la formation, je suis chez moi à Paris, je fais la formation. En parallèle, on commence à planifier avec les gens que j'ai rencontrés à la formation une sortie d'alpinisme, enfin, un week-end. Enfin, on a fait 4 jours en fait d'alpinisme dans les écrins avec une sélection de courses. On avait choisi une course de rocher PD+. On avait choisi plusieurs courses pour le deuxième jour en fonction des habiletés de chacun. On avait des plans alternatifs en disant, bah, on a des courses faciles, on a des courses un peu dures, on a des courses de neige, on a des courses de rocher et on s'adapte. Et, euh, et on avait gardé à l'esprit, moi j'en ai parlé pas mal, bon j'étais encore une fois le plus vieux de l'équipe, j'ai arrêté de dire que je suis vieux parce que les gens on croit que j'ai un problème avec ça, mais c'est pour dire aussi que peut-être c'est moi qui avais un peu drivé le groupe et qui avait peut-être le plus de responsabilité sur les épaules, à la fois parce que, pas chef de course, mais un peu leader de l'organisation du truc, et aussi celui avec le plus de responsabilité, voilà, père de famille, et les trois autres personnes. Il y a que ça qui compte, mais voilà, quand t'es jeune et inconscient, tu prends peut-être un peu de risque. Moi, voilà, je fais un peu de mon vieux con. J'essaie de prendre un peu moins de risques que, enfin, c'est pas, si j'essaie de prendre moins de risques, mais voilà, je raisonne peut-être un peu différemment, plus de maturité. Et vraiment de dire, on y va. Voilà. Avec ses aléas, ses risques, etc. Mais en essayant de construire un plan, voilà, en minimisant les risques, et en tout cas, en ayant une gestion des risques assez raisonnable. Ouais, est-ce qu'il y a certains modules ou certaines leçons qui t'ont particulièrement aidé ou dont tu te souviens particulièrement ou... Puis, l'assurance en mouvement, c'est vrai que ça m'a donné des bonnes bases. C'est peut-être le truc que je connaissais moins, entre guillemets. Enfin, je commençais à percevoir qu'il y avait des choses à apprendre là-dedans, mais peut-être là où vous avez vu moins de contenu, tu vois. Enfin, un en 8, par exemple, quand j'ai regardé des vidéos, bah, je le savais déjà. En fait, Ouais. peut-être que je les zappais parce que je savais déjà faire un en 8. Je trouve des dizaines de tutos sur YouTube pour faire des en 8. Le choix du matériel, c'était intéressant. Je connaissais la chaîne de Monsieur Matos en parallèle, qui, qui est beaucoup plus riche sur ce contenu-là, mais par contre très, très spécifique et très long si tu veux couvrir tous les sujets. Donc toi, tu découvres, il est un peu plus simple, où il y a pas mal de choses que je connaissais. Peut-être un peu moins sur les friends, les coinceurs, etc. C'est des choses que je connaissais un petit peu moins, donc ça m'a apporté pas mal. L'assurance en mouvement, donc une vidéo Julien? avec Julien, voilà, c'est très intéressant, même si je t'avais fait le feedback, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un peu long Ouais. et plus difficile de revenir, de rechercher. Mais à la fois, c'était celle-là qui était le plus intéressant, et peut-être le plus difficile à ajuster. Donc peut-être, voilà, mais je crois que tu m'as pu le dire, à un moment donné, c'est le cœur de l'alpinisme, en fait. Parce Ouais. que, voilà. Après, je connaissais déjà Camp to Camp, mais c'est vrai que je me suis vraiment, voilà, j'utilise vraiment beaucoup Camp to Camp maintenant. Euh, donc, encore une fois, ça a consolidé. Il y a beaucoup de choses qui ont consolidé des informations que j'avais déjà. Des informations que j'avais à droite à gauche comme ça. Et c'était un peu recondenser tout, recouvrir toutes ces choses qui sont importantes dans l'alpinisme, du choix du matériel, du choix des compagnons de cordée, des compagnes de cordée, la météo, la préparation de course. En parallèle, je regardais des vidéos comment il s'appelle, Paul, le guide qui fait la CSV. Oui, Euh, Polo Poubelle. Voilà, exactement. Euh, voilà, encore une fois, consolider un petit peu tous les trucs qui s'entendent dans ta gauche. Mais vraiment, le cœur, bah, comme tu dis, évidemment, l'assurance en mouvement. Et après, qu'est-ce qui m'a d'autre qui m'a marqué? Attends, ça a coupé encore? J'ai pas entendu. Non, je disais, pardon, je suis désolé. C'était ça le principal. Voilà, la partie assurance en mouvement qui donne vraiment des bonnes bases pour, quand tu es sur le terrain, te dire bah, comment je fais, comment je Ouais, gère ce moment-là. Voilà. C'est pas juste la grimpe de l'escalade où je pose mes gaines et je suis arrivé au relais. C'est pas ouais. juste de l'encordement sur le glacier où tu marches à 15 mètres l'un de l'autre et puis finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comment je gère des moments un peu plus techniques où tu vas pas poser des relais à chaque fois parce que sinon tu vas passer trop de temps à faire ça. Mais ça, encore une fois, c'est aussi lié au niveau. Hein. Tu l'apprends, tu le théorises, mais après, sur le terrain, bah, ça dépend beaucoup de ton niveau parce que en fonction de ton niveau et du niveau d'engagement, bah, tu vas adopter une stratégie qui t'est propre à toi. Puis la Bien cordée sûr. suivante, elle va adopter une technique totalement différente parce que ils sont super à l'aise et ils sont limite pas encordés. Ou au contraire, ils sont pas du tout à l'aise. Ou il y a un guide et sa cliente qui vont utiliser une technique différente parce que voilà. Ouais, c'est clair.
C'est clair, bah, comme toujours, hein, il y a pas de réponse absolue. C'est à chaque fois s'adapter aux situations. Mais Mm. évidemment, Ouais. ouais, complètement. Mais j'y pense souvent, tu vois, là, dans mon séjour de 4 jours, j'y pensais souvent et je dis, ok, bah là, ça fait aucun sens qu'on s'entende parce que si moi je chute, il est incapable de me retenir. Si c'est lui qui chute, je suis pas sûr que je puisse le retenir. Voilà, glacier, est-ce qu'on fait des nœuds sur la corde ou pas? J'ai réfléchi. Bon, l'état du glacier, j'ai décidé sur le terrain de ne pas faire de nœuds sur la corde parce que la neige était béton, parce que de toute façon, il n'y avait pas de crevasse et que j'ai mis la corde juste pour lui faire plaisir et que j'avais porté la corde pendant 4 jours. Je me suis dit, autant s'en servir. Mais on aurait pu très bien, il y avait deux cordées, enfin, deux groupes de skieurs qui sont passés un avant nous, un après nous, ils n'étaient pas encordés. Et, évidemment, il n'y avait pas besoin d'encordement. Mais ça le rassurait. Donc j'ai mis l'encordement, ça me faisait travailler mes techniques. Hmm. Voilà. Mm. On arrive aux dernières petites questions. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'Alpi et devenir autonomes? Bah écoute, oui, enfin des conseils, je sais pas, je suis toujours ravi de partager un peu d'expérience. Enfin, sur les conseils, mais c'est de l'expérience et aussi des lectures que je fais sur Camp to Camp. J'essaie de consommer un peu les forums, de lire un peu et souvent on voit des gens qui disent bah tiens, je vais faire le Mont Blanc. Et c'est un peu peut-être le conseil que je vais dire, c'est le Mont Blanc, à la fois, c'est un gros objectif en termes de dénivelé et en termes de montagne, c'est très symbolique. Mais finalement, en termes de difficulté d'alpinisme, c'est quoi en théorie, le truc le plus dur? Et puis souvent, les gens se mettent cet objectif-là, ils vont faire le Mont Blanc, ils veulent faire de l'alpinisme, ils vont faire le Mont Blanc, et après, éventuellement, ils rangent le matériel au placard et ils en font peu. Et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de disciplines, tellement de choses différentes sur l'alpinisme, que c'est un peu réducteur de se dire, bah, je vais faire le Mont Blanc, ok, j'ai coché une case, Instagram, j'ai pris une photo, j'ai fait le Mont Blanc, je suis super content. Et finalement, je l'ai pas encore fait, tu vois, j'ai fait, ça fait 2, 3 saisons que je fais un peu d'alpinisme, etc. Mais il faut peut-être pas forcément avoir des objectifs comme ça, c'est-à-dire faire une montagne. On peut avoir envie de faire une montagne particulière, mais il faut arrêter de se mettre le Mont Blanc, c'est le truc à faire. D'une part, en termes de cours d'alpinisme, bon, c'est pas forcément le plus intéressant, parce que si on aime marcher dans la neige pendant des heures, on peut pas. Moi, par exemple, avec mon fils, on préfère les courses de rocher. Les courses d'arête, on adore ça. C'est génial. Et en plus, cet aspect technique, voilà, le fait d'être sur le fil d'arête, voilà, c'est beaucoup plus finalement varié. Tu as souvent une approche en glace de toute façon. Euh, et puis, à un moment, il faut se lancer dans le sens où, effectivement, je trouve que si tu as envie d'investir dans un sport comme l'alpinisme, bah, la formation, c'est vraiment bien. Et en parallèle, faire des sorties avec des guides. Et j'aime bien ça, tu le redis plusieurs fois ta formation. Je pense que les deux sont vraiment parallèles. À la fois, faire une formation, apprendre les bases théoriques, parce que les guides vont pas toujours le faire. Et puis ensuite, faire des sorties avec des guides. Et là, tu vois, je vais faire une sortie avec un guide en décembre et en février. Et je lui ai dit, moi, le but, c'est d'apprendre. C'est pas juste que tu m'emmènes au sommet, Ouais. c'est que j'apprenne. Et à la limite, je veux l'idée l'accorder. Et c'est toi qui me dis, bah non, là, tu fais bien, là, tu fais pas bien, etc. Voilà. Et Ouais. puis forcément, de faire du volume aussi, de faire des courses faciles, d'enchaîner les courses faciles, bah, ça permet de faire de la format, de se faire de l'habitude, de l'expérience. Voilà, parce que même sur des courses faciles, on peut avoir des moments qui sont difficiles. Et puis ça permet de bien gérer la montagne. Ouais, c'est vrai que ça, c'est l'idéal si tu peux l'idée l'accorder avec un guide et que lui, il te corrige que quand Hmm, il y a des trucs, ça, ça va pas. c'est Ouais, le top, hein. tout à fait. C'est vraiment le top. Ouais. Ouais, bah ça, t'y as déjà répondu. Enfin, tu as déjà donné des éléments. En tout cas, est-ce que vous considérez comme autonome en haute montagne? Ça, enfin, voilà, je pense que tu nous as un peu Oui, je dit. me considère autonome dans des limites, dans certaines limites. Voilà. Ouais, Ça, en fonction de la course, des difficultés, de la longueur et de la météo. ouais. Et enfin, dernière question ultime. Euh, c'est quoi les courses les courses ou les sommets ou peut-être juste les souvenirs dont tu es fier ou dont tu te rappelles et tes projets pour la suite? Écoute, l'aiguille du tour, c'est vraiment une belle réaction. Juste encore avec mon fils, c'était vraiment belle. La table, par l'arrêt de la table, c'était vraiment la table du Mm. rock, ça s'appelle. C'était vraiment magnifique. Une belle météo, une belle course. Donc, mais pas trop. Donc voilà, que du positif. C'était vraiment un beau souvenir. Et, euh, et les projets, faire de l'alpinisme, faire des sommets. Et je suis pas arrêté sur des sommets particuliers, mais j'ai envie d'en faire. Et après, en fonction des gens, là, on va aller en Beldon peut-être début juin. Euh, Rien de programmé, mais des envies d'aller en montagne et de faire des courses. Voilà. Trop bien, Au-delà des symboles, juste faire des courses. Voilà. trop cool.
C'est tout pour moi. Je t'ai posé toutes les questions que je voulais aborder avec toi. Merci beaucoup, Bah, je t'en JB, prie. pour ton temps, pour ton témoignage, pour tout ce que. Enfin, voilà, je te le redis, mais c'est hyper précieux pour moi d'avoir des retours comme ça, constructifs. Enfin, voilà, Ouais. c'est trop bien. Et je serais curieux d'avoir une photo de cette course que vous avez fait avec d'autres membres de la formation. Si vous en avez une, je serais curieux de la voir. Je savais pas que vous, vous étiez organisé une petite sortie comme ça. Ouais, écoute, je les ai pas là, mais Ouais, t'inquiète, tu pourras m'envoyer je t'enverrai, c'est tout fait. plus tard, ouais, pas de souci. En tout cas, merci pour tout, merci pour cet appel et pour ton temps. Et puis, si tu passes par Chambéry, un de ces quatre, n'hésite pas à faire signe. Ça sera avec plaisir que on pourra prendre un café ou une bière ou ce que tu veux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ta formation, Thomas, pour ton énergie, ce que tu as mis dedans. C'était super. Je t'ai fait un feedback effectivement sur ce qui pourrait peut-être être amélioré. Mais continue comme ça, c'est super chouette. Et effectivement, tu donnes à rêver et tu donnes accès, tu permets. Tu es un contributeur, pas le seul, mais tu es un contributeur à accéder à des mondes merveilleux de l'infini. Donc, je te remercie pour ça. Voilà, ça c'est beau, ça me touche beaucoup. Yes. Ah ouais, c'est trop cool. Si j'ai pu mettre ma petite pierre à l'édifice, je suis content. Yes. Attention, tu vas générer des vocations. J'ai failli tout claquer en me disant je vais partir vivre en montagne. Mais bon, après, voilà, la vérité l'attrape. Mais oui, c'est sûr que dans 2, 3 ans, voilà, mon fils sera en université et j'ai envie de quitter la région parisienne, de m'installer plus proche des montagnes. On verra où, mais voilà, on ne sait pas où on ira. Mais voilà. Trop cool, trop En bien, tout cas, tu auras contribué, tu auras mis ta petite pierre, effectivement, ce genre de projet. trop cool. Et bah ça me fait chaud au cœur. Trop bien. Bah, merci JB. On se tient au jus pour la suite. Si jamais tu Ça passes marche. à Chambé, si moi je passe à Paris, on se fait aussi. C'est noté. Ça marche. À très bientôt, Thomas. Bye bye, salut. Ciao.